Hugavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de France. Un Grand Prix où on ne s'est vraiment pas ennuyé, où il y a eu des dépassements à gogo, et quelques surprises, dont des notables. On en parlera, vous en faites pas. Mais d'abord, comme d'habitude, le débrief pilote par pilote, et on commence par Tsunoda qui avait fait un très bon week-end, enfin un bon week-end à son échelle, hein, très franchement, c'était bien parti. C'était bien parti, 8ème position, qualification en Q3. Et malheureusement, il y a eu ce contact avec Ocon. Enfin, plutôt, c'est Ocon qui a fait le contact sur Tsunoda et lui a ruiné complètement la course. Et ce qui lui a forcé à abandonner au 17ème tour. Parce que de toute façon, il faut bien dire que malheureusement, c'était foutu pour Tsunoda et quelque chose était cassé. En plus, ouais, vraiment pas de bol. C'est vraiment dommage. Pourtant, il dominait. C'était surtout vrai en qualification. Il dominait Pierre Gasly. Après, il semblerait que Pierre Gasly ait eu des problèmes dès les qualifications ou dès les essais 3 avec sa voiture. Donc, est-ce qu'il faut prendre ça en compte? Peut-être que oui, mais toujours est-il que dans les faits, Tsunoda était vraiment très bon. Voilà. Mais voilà, c'était bien parti pour être un bon week-end, mais c'est ruiné par Ocon. D'un côté, 5 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais bon, c'est le genre de pénalité standard qu'on donne pour ce genre d'accident. Ça a toujours été comme ça la plupart du temps. Et il faut bien avouer que 5 secondes, ouais, non, je confirme, c'est vraiment pas beaucoup. Tiens, ça me rappelle un accident un tout petit peu plus dramatique, entre guillemets, mais qui s'est bien terminé quand même, fort heureusement. Le contact Hamilton et Verstappen en Grande-Bretagne. Quoique, il me semble qu'il a eu... Ah, je sais plus si... Oui, il me semble qu'il avait eu 10 secondes. Ouais, c'est quand même pas beaucoup quand même. Hein. Voilà, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est peu. Ensuite, le non classé, Charles Leclerc, sur une sortie de piste au 17ème tour. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux possibilités. Et soit c'est une erreur de pilotage, et c'est ce qui semble être dit, même par Leclerc, hein, c'est une erreur de pilotage, et auquel cas c'est vraiment une erreur de pilotage qui intervient au plus mauvais moment dans le championnat. Quoique tu me diras, après, chaque erreur arrive toujours au mauvais moment, mais là c'est vrai que compte tenu du championnat, il fallait vraiment pas faire ça. Et deuxième possibilité, soit c'est le problème du Grand Prix d'Autriche qui s'est manifesté avec sa pédale qui est parvenue à zéro et du coup il a accéléré et freiné en même temps, ce qui a provoqué peut-être ce qu'on a vu. Maintenant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'autre? Très franchement, bon, comme je l'ai dit, ça semble être plus Leclerc qui fait une erreur. Après, est-ce qu'il y aura une information pour contredire ça? On verra bien. Toujours est-il que le très bon week-end qui s'annonçait pour Leclerc et en plus qui avait été aidé par Carlos Sainz pour avoir cette pole position, voilà, c'est vraiment du gâchis. Alors après, je veux pas paraître comme énervé envers Charles Leclerc parce que oui, c'est une erreur, si c'est effectivement une erreur. Mais oui, c'est une erreur, mais bon, il a tellement porté l'équipe que voilà, bon, ça intervient au même moment, comme je dis, hein, mais voilà. D'un côté, c'est des choses, il va apprendre. Mais voilà, c'est dur, c'est franchement très dur. Hein. Ça fait mal au cœur de voir Leclerc rater un truc comme ça, surtout pour un week-end qui était, je vais peut-être pas dire donné parce que il a dû lutter avec Verstappen. Hein, il a réussi à maintenir Verstappen derrière malgré le fait qu'il ait un DRS. Donc d'un côté, d'ailleurs, ça me fait penser sur les DRS. Au final, autant en début de saison, ça pouvait vraiment être la solution un peu cheatée. Autant là, ouais, non.
Malgré ça, il est parvenu à maintenir Verstappen derrière. Et pourtant, Verstappen avait un avantage de taille, c'est qu'il était rapide dans les lignes droites, au détriment de la rapidité dans les virages. C'est ça qui a sauvé Leclerc, jusqu'à ce que, bah évidemment, il se passe ce qui se passe. Après, quand t'entends les interviews de Charles Leclerc, bah évidemment, on comprend qu'il soit déçu. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il est, alors, il a toujours été très dur envers lui-même, mais quand j'entends qu'il ne mérite pas, il dit qu'il ne mérite pas le titre. Alors, il mérite pas le titre. J'aimerais bien nuancer un petit peu ses propos. Alors, est-ce qu'il mérite le titre cette année? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, d'un côté, oui, il le mérite, hein, mais si on analyse, évidemment, celui qui mérite le plus, compte tenu de la régularité et de comment sont tenues comment sont les voitures et de leur fiabilité, bah très clairement, aujourd'hui, c'est Verstappen, hein. Hein, je vais pas dire, je vais pas essayer de genre d'esquiver le truc sous prétexte que voilà pour X raisons. Mais non, là, Verstappen, là, il a pris une sacrée option, hein. Là, il est bien parti pour l'avoir son titre, hein. Et Charles Leclerc, bon, il l'aura peut-être pas cette année, mais je suis persuadé qu'il mérite d'avoir ce titre. Je suis persuadé qu'il l'aura. Il fait partie, pour moi, je le dis et je le répète, il fait partie des pilotes qui méritent d'avoir un titre un jour ou l'autre. Est-ce que ce sera cette année? Je pense peut-être pas. Mais voilà, il apprend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il a la voiture pour. Bon, certes, ça lui coûte des points. Il y a 63 points d'écart, ce qui fait extrêmement mal. Et ce qui me fait penser aussi que, bon, bah, je le dis tout de suite, hein, pour moi, le championnat est plié. Je sais, il reste 10 courses, mais pour moi, Verstappen champion. Ouais. Allez, du coup, bah, bilan, très mauvais week-end, hein. Si c'est effectivement une erreur, c'est vraiment très mauvais week-end. Bah, de toute façon, quand bien même que ce soit la voiture qui ait posé problème, de toute façon, c'est mauvais week-end, quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est comme ça. Magnussen dit, il a abandonné. Alors je sais pas trop pourquoi. Ah si, je suis en train de me rappeler, c'est qu'il y a eu un contact. Il y a eu un contact. Alors après, je sais plus avec qui. J'avoue que j'ai un trou de mémoire. Mais ce qui est dommage avec Magnussen, c'est que bon, il avait la voiture pour être dans le top 10. D'ailleurs, on a bien vu que il était condamné de toute façon à une remontada, parce que je rappelle qu'il a dû démarrer en dernière position suite au fait que ils aient changé complètement la voiture. Mais ouais, c'est un petit peu décevant, mais d'un autre côté, ouais, si c'est décevant, mais je veux pas mettre que c'est totalement un mauvais week-end, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, le week-end allait être mauvais de base. Alors, il était condamné à l'exploit. Donc, je vais juste mettre un petit peu décevant. Voilà. Ensuite, Latifi, bon bah, vous savez ce que j'en pense, hein. Je passe du coup. Ensuite, Zhou Guanyu, bon bah de toute façon c'était pas un bon week-end hein, pour lui, hein. Il était pas dans le coup, il n'arrivait pas avec sa voiture. Bon, tu me diras aussi, il a dû abandonner hein, encore hein. Là-dessus, mais c'est le poissard, mais il est pire que Valtteri Bottas là à ce stade, hein. Et pourtant Valtteri Bottas. Mais attends, je suis en train de tilter, c'est parce il est dans la même écurie que Valtteri Bottas. Si ça se trouve, Valtteri Bottas lui a refilé sa poisse. Oh mon dieu. Mais toujours est-il, ouais, bah c'est décevant, mais bon, il était pas dans le rythme, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'officiellement, il est classé et il a 6 tours de retard, alors que pourtant, bah, il a pas plus de tours de retard que les autres, hein, mais il a dû abandonner, mais
Vous me direz, c'est qu'un détail, mais ce à quoi je pourrais dire, ouais, c'est qu'un détail. Mais officiellement, dans le classement, quand je regarde le Grand Prix de Bahreïn, Sergio Perez et Max Verstappen, qui ont respectivement arrêté à 3 tours de la fin et au dernier tour, officiellement, ils ne sont pas, ils sont en DNF, does not finish. C'est pas plus un tour, pas plus 3 tours. Non, là c'est DNF. Pourquoi Zhou Guanyu n'est pas en DNF? Aucune idée, je ne sais pas comment ils font leur classement. Bon, après tu me diras, voilà, comme je dis, c'est du détail. C'est pas comme s'il y avait un véritable enjeu derrière, dans le sens où il y aurait une réelle importance sur le classement et une réelle incidence. L'essentiel, au moins, c'est que déjà, comme il a fait le pourcentage nécessaire pour être officiellement classé, du coup, il est classé, il est 16ème. Mais bon, ça ne change rien au fait que de toute façon, c'était décevant. Et même, je dirais même très mauvais week-end de toute façon. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de Mick Schumacher qui était pas là non plus dans cette course. En plus d'avoir complètement foiré les qualifications, là où son coéquipier, qui savait qu'il allait partir de toute façon dernier, réussit à se qualifier pendant les Q3. Là, au moins, avec Magnussen, il y avait le potentiel. Mick Schumacher, malheureusement, ne l'a pas trouvé, son potentiel. Et du coup, ça fait une très mauvaise course et ça fait pas une très bonne image sur ça. Mais bon, je préfère me rassurer en disant que, bon, c'était pas son Grand Prix, il était pas à l'aise, il sera peut-être à l'aise en Hongrie. On verra bien. Et d'ailleurs, en Hongrie, quand j'y repense, l'année dernière, il nous avait offert de très belles batailles, notamment contre Max Verstappen. Et oui, c'était possible de faire une bataille contre Max Verstappen. Donc on verra bien. 14e, Valtteri Bottas. C'est vrai que quand on compare au début de saison, qui était vraiment parti sur les chapeaux de roue, ça fait mal, la 14e position pour Bottas. C'est un peu un coup de massue. Mais je préfère me dire que les Alfa Romeo ont du mal à suivre les équipes de tête. Surtout que maintenant, quand on voit Alpine et McLaren, il y a un écart. Hein, faut pas se le cacher. Maintenant, il y a un écart. Hein. Mais au moins, je me dis, bon, il pourrait potentiellement tenter le top 10, mais même pas. Donc, ouais, je vais mettre décevant, juste décevant. Alexander Albon, même s'il marque pas de points, de toute façon, avec la voiture qu'il a, il faut qu'il espère des miracles. Hein. Et il luttait pour la 10e position, mais bon, c'est comme d'habitude, hein, la voiture ne suit pas, donc il a beau faire ce qu'il peut, mais il peut pas faire de miracle. Hein. Techniquement, je dirais bon week-end, je le classerai en bon week-end pour lui, même si évidemment c'est pas un bon week-end, parce qu'il repart avec 0 points, et je pense très franchement que Williams, vu comme ça se profile, ne marquera peut-être plus de points. Alors, peut-être sur un ou deux Grands Prix, un point de temps à autre, mais ça va être compliqué. 12e Gasly, week-end qui était bien parti pourtant pour Gasly, avec des essais libres vraiment bien classés, et puis essais libres 3, plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait énormément que ça vienne du pilote. Ça m'étonnerait aussi que le problème vienne du fait que toutes les voitures se sont améliorées au même moment, et que la seule qui s'est pas améliorée, c'est les Alpha Tauri. Moi, je miserais plutôt sur le fait que comme ils disent, il y a eu un problème. Mais bon, ça change rien au fait que c'est une décevante 12e position, malheureusement. C'est vraiment triste, parce que Gasly, on sent qu'il y a un potentiel, mais là, depuis cette année, il est vraiment pas aidé, et j'ai l'impression vraiment aussi qu'il fait tout simplement pas une bonne saison. C'est triste à dire, ouais. Mais bon, je garde quand même un micro espoir, parce que je me dis que voilà, on sait qu'il est capable de faire de grandes courses. Alors oui, il a gagné une course, oui, on pourra dire qu'il a eu de la chance, mais
encore fallait-il la gagner cette course, même avec de la chance. Hein. Il faut la provoquer des fois. Donc c'est pour ça que je m'accroche à un petit espoir avec Gasly. C'est peut-être utopique, c'est peut-être être naïf, mais bon, j'ai pas envie de descendre Gasly, mais on voit bien que les résultats, ils sont pas là, quoi. Mais j'ai envie d'y croire, donc juste décevant. Voilà, je vais en rester là. Ensuite, 11e position, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel qui a fait une plutôt bonne course et qui a fait de belles batailles aussi, et notamment vers la fin. Oh punaise, j'ai cru qu'il allait rentrer dans ce rôle. Oh les deux qui se battent. Oh là là, mais qui sont fous. D'un côté c'est bien. Hein. De toute façon, je l'ai toujours dit, je préfère 1000 fois une bataille entre pilotes, hein, même si des fois même si des fois je comprends que on demande d'afficher les positions, mais ouh là là, la bataille jusqu'au dernier tour. Ouh là 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 là, oh la frayeur. Mais ouais, bon week-end, mais quand on regarde le parcours de Stroll, il a démarré 17ème et il est arrivé en 10ème position. Ouais, 10ème position. Ce qui est incroyable parce que les Aston Martin, je ne sais pas comment ils font. Ils sont toujours hyper mal classés et ils réussissent toujours pratiquement à être soit proche des points, soit dans les points. Pardon. Je ne sais pas comment ils font. Il y a certainement des ressources qu'ils doivent trouver dans la voiture, ou tout simplement ils doivent faire aussi de bons départs, ou aussi ils sont plus avantagés quand la voiture est lourde. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais toujours est-il que Stroll, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais il réussit à surpasser en course Sébastien Vettel. Et rien que pour ça, je dis bravo. Bravo, bien joué. Ensuite, 9ème position, Ricardo. Bon, là, c'est plus par rapport au fait qu'il y a bataille avec les McLaren qui fait que je vais mettre... c'est pas forcément un mauvais week-end, mais là, c'est que... Là, je juge par rapport surtout à la bataille avec Alpine. Et avec ça, en prenant ça en compte, c'est le moins bon des 4. Donc je vais le mettre en décevant. Ocon qui avait fait un début de course un peu disons très proche du contact, voire même au contact de certains pilotes, hein, n'est-ce pas, pour Tsunoda, a réussi mine de rien à sauver ses qualifications. Donc bravo pour ça. Et mine de rien, ces 5 secondes n'ont pas l'air de l'avoir trop gêné. Et il accroche une belle 8ème position. Et Lando Norris, d'un côté, il y a un petit peu de déception, hein, faut bien dire, parce qu'il était en 5ème position. Mais d'un autre côté, entre les stratégies et le fait que Russell, de toute façon, il allait dépasser. Hein, et voilà, tout s'est joué aux stratégies. Hein. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était compliqué de toute façon de lutter. Après, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit devant Alonso, mais bon, Alonso, il a magnifiquement géré sa stratégie. Et à tel point que, d'ailleurs, pour parler d'Alonso, et après je reviendrai sur Norris pour dire mon verdict, mais Alonso, lui, il fait une course incroyable. Il fait des dépassements incroyables, il gère sa voiture superbement bien. Et il gère tellement bien que, à un moment donné, en plein milieu de la course, t'avais les ingénieurs qui étaient inquiets parce qu'ils voyaient que derrière ça rattrapait. Ils disaient mais fais attention, derrière ça on te rattrape. Et t'as Alonso dans le plus grand des calmes qui répond t'inquiète, je gère, c'est normal. Eh oui, il voulait user les pneus. Eh à croire que c'était réussi parce que au final il a réussi à terminer avec 10 secondes d'écart. Quel filou! Quel filou ce Alonso!
Du coup, alors je vais mettre quand même bon week-end pour Norris, hein, parce qu'il fallait quand même avoir cette 7ème position, hein, et il fallait rester au moins devant Ocon. Et Alonso, bon week-end aussi, hein, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, les Alpines maintenant sont devant, ce qui prouve que j'avais complètement tort au tout début de la saison sur le fait que McLaren allait être tranquille. Et d'un côté, tant mieux que je me sois gouré, parce que ça fait du bien de voir des batailles, même si c'est derrière ou au milieu, voilà, c'est très bien. Et faut bien avouer que ça doit faire du bien à Alpine de retrouver la compétitivité petit à petit. C'est vrai que c'est pas au niveau de Mercedes ou surtout de Ferrari et Red Bull, mais voilà, ça arrive petit à petit. Et avec un Alonso en pleine confiance ça promet franchement. Vivement la suite. 5ème position, Carlos Sainz qui nous a livré une performance monstrueuse. Bravo, franchement incroyable. Il fallait de toute façon des miracles pour qu'il puisse remonter aussi haut. Et il n'a pas été aidé en plus, hein. Bande de guignols de Ferrari, sérieusement. Une erreur aussi conne, j'ai sérieusement... Oh, je fais un aparté là-dessus, mais putain, alors, je veux bien admettre que ça ait foutu un coup de massue quand Leclerc s'est craché. Mais vous saviez qu'il y allait y avoir plein de voitures qui allaient rentrer au stand. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a peut-être un peu traîné. Bon, je me t'ai dit, il se fait avoir par le coup de la sucette, mais bon, il faut laisser passer les voitures. Mais qu'est-ce qu'ils font ces guignols? Ils relâchent Sainz juste devant une voiture, il a failli avoir un accident. Mais quelle bande de guignols, punaise. Mais c'est pas possible de faire encore des erreurs comme ça. Ça m'énerve ce truc, mais ça m'énerve à un point. Oh là là. Oh. Toujours est-il que ça a condamné Sainz à l'exploit et il a dû faire avec 5 secondes de pénalité. Et il s'en sort très bien. Alors après, de là à dire qu'il aurait pu être en 3ème ou 4ème position, très franchement, autant, ouais, on a vu les batailles pour ces positions, autant, comme il était sur une stratégie décalée et que lors du premier arrêt, il a mis des pneus médiums là où tout le monde avait mis des pneus en hard. C'était un sacré pari, hein. Voilà, il fallait tenter, mais les pneus se sont usés et on a forcé Sainz à rentrer. Alors lui, évidemment, je comprends qu'il soit en colère d'un côté parce qu'il voulait évidemment poursuivre, hein, il se sentait bien. Et bon, je comprends qu'il y ait eu un excès de prudence hein, d'un côté. Voilà, il fallait assurer les points. Hein. De toute façon, c'est pas comme si derrière ça commençait à rattraper. Et puis de toute façon, au point où on en est, hein, je pense que la première position, je crois que d'un côté, même Ferrari n'y croit plus. Ce qui est emmerdant quand t'as des pilotes qui veulent impérativement être dans les premières positions. Ouais. Quelle bande de clowns là-dedans. Heureusement qu'ils ont leur pilote, mais ils peuvent pas faire de miracle non plus. Hein. Ouais. Franchement, Sainz, il pouvait pas faire mieux. Hein. 5ème position, il nous a offert une très bonne performance, très bon week-end. Bravo Sainz, belle bataille aussi avec pour la 3ème position. Belle bataille avec Perez, belle bataille avec Russell. Même si après Russell s'est laissé faire parce que on avait prévenu à ce moment-là qu'il avait 5 secondes de pénalité et puis de toute façon, voilà, il fallait pas prendre de risques. Non, franchement, bravo Sainz et d'ailleurs record du tour en plus, ce qui lui mène à 11 points. C'est des points importants, donc ouais, bravo Sainz. Et bravo aussi d'ailleurs pour la qualification qui a permis à Leclerc de se qualifier. Et oui, comme je l'ai dit, Sainz a joué le rôle de poisson pilote afin que Leclerc ait l'aspiration, ce qui est pas une tâche évidente, mais quand c'est bien exécuté, ça permet à son leader, enfin son supposé leader, parce que officiellement, de toute façon là ils n'avaient pas le choix, mais ils ont officiellement pas de leader.
Mais ouais, bravo Sainz, très bon week-end. C'est vrai qu'il aurait mérité d'être sur le podium, mais bon, c'était même avec les 5 secondes, c'était un peu juste. Bravo pour la performance. Ensuite, 4e Perez et 3e Russell. Alors si je parle... Ensuite, 4e Perez et 3e George Russell. Oh punaise, les deux. Oh, surtout à la fin de la course. Oh que c'était génial. Pour parler de Perez, il était devant Lewis Hamilton avant le départ, mais quelques secondes après le départ, il s'est retrouvé derrière Lewis Hamilton à tel point qu'il ne pouvait pas le rattraper. Il n'avait pas de solution. Après, est-ce qu'il ne pouvait pas le rattraper parce que par rapport à Verstappen, il ne dompe pas suffisamment bien la voiture? C'est une possibilité. Ou est-ce tout simplement le fait que Mercedes a trouvé des choses et que a trouvé des choses dans sa voiture et qu'au final leurs évolutions qui étaient peut-être pas au top fonctionnent quand on est sous régime de course, hein. Et à tel point que ça fonctionne très bien que Lewis Hamilton creuse un petit écart. Ça peut être un peu des deux. Voilà. Toujours est-il que Sergio Perez, se faire dépasser par les Mercedes, bon, ça porte un petit coup au moral, mais au moins il était 3e tout le long. Jusqu'à ce qu'il y ait la procédure de Virtual Safety Car. Et là où George Russell, son début de course était un peu compliqué, puis ensuite il a pu remonter à son rythme à tel point que il y a eu une belle bataille avec Sergio Perez qui a conduit à ce moment un petit peu bizarre où George Russell dépasse par l'intérieur et semble, faut bien l'avouer, ne pas laisser trop de position à Sergio Perez pour qu'il puisse rester sur la piste. Mais d'un autre côté, Perez, quand il sort de la piste pour éviter évidemment le contact, gagne énormément de temps pour se défaire de George Russell. Ouh, sur l'instant, j'étais en mode, faut donner une pénalité à Perez. Puis plus j'y repense, plus je me dis qu'au final, c'était peut-être pas si mal de mettre no favor action, aucune pénalité pour les deux. Mais je pense qu'ils ont dû y réfléchir à mettre une pénalité, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et arrive donc, comme je le disais, la Virtual Safety Car suite à l'abandon de Zhou Guanyu. La procédure de Virtual Safety Car se déroule bien, ça va très vite. Et le ending arrive, donc du coup, on attend. Et on attend beaucoup parce que c'est resté très longtemps en ending, hein, parce que généralement quand c'est marqué Virtual Safety Car Ending sur l'écran, ça veut dire qu'ils sont sur le point de redémarrer. Mais là, je pense qu'il a fallu attendre presque une bonne minute pour attendre pour que ça redémarre ce drapeau vert. On s'est dit, attends, il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez oublié quoi? Vous mettez ending et c'est pas fini. Mais du coup, plus d'une reprise, on voyait George Russell et Sergio Perez se faire un duel de regard. Un duel où le premier qui allait craquer, il avait quasiment aucune chance de redépasser. Vous voyez ces espèces de western comme ça. Ils se regardent dans les yeux. Ils savent que le premier à dégainer va forcément faire en sorte que l'autre va dégainer. Et là, il faudra bien viser. Et s'ils visent mal, c'est... Bon, pour eux, c'est la mort. Mais dans le cadre présent, pour la F1, c'est laisser une opportunité à son adversaire. Et là, arrive le moment où il y a eu le drapeau vert qui est apparu. C'est George Russell qui a dépassé Sergio Perez assez aisément, grâce au fait aussi qu'il avait un peu plus de vitesse et qu'il avait misé, de toute façon c'était misé, hein, c'était un coup de chance aussi, hein, et des coups de bluff, il y a eu des coups de bluff aussi. C'est un gros coup de chance, mais il faut dire que Perez, quand il a redémarré, il a aussi patiné, donc du coup, Russell a gagné sur ce duel.
Ça, c'est un sacré coup de filou qu'a fait George Russell. Rien que pour ça, franchement, pour moi, c'est le dépassement de cette course. Alors, on a vu d'autres dépassements plus impressionnants, mais celui-là, tellement ça paraît improbable. Voilà, c'est incroyable. Du coup, bon, comme je l'ai dit, il s'en sort. Il repasse devant Sergio Pérez. Du coup, Sergio Pérez, assez en colère, assez frustré, et on le comprend, va tenter d'influencer aussi la FIA parce que, George Russell a dépassé plusieurs fois les limites, mais bon, je pense que George Russell savait qu'il pouvait se le permettre de dépasser un petit peu les limites parce que Perez avait dépassé les limites plus tôt dans la course. Voilà, c'est un jeu poker menteur, tout ça. Voilà. Tu bluffes, Martoni. Ou il bluffe pas. Faites attention. Martoni, il bluffe peut-être, mais il bluffe peut-être pas aussi. Je m'égare. Toujours est-il que, bon, pour moi, c'est une bonne course pour George Russell qui a rattrapé ses qualifications. Alors, elles n'étaient pas mauvaises, mais un peu moins bonnes. Voilà, il était un petit peu loin de Lewis Hamilton. Voilà, il rattrape. Et pour Sergio Pérez, après, techniquement, c'est pas un mauvais week-end. Mais pour ça, le fait qu'il ait perdu 2 positions, bon, il y a aussi à mettre en compte, comme je l'ai dit, le fait que les Mercedes étaient là de nouveau. Mais ouais, bon, je vais mettre moyen pour Sergio Pérez. Moyen. Parce que oui, il apporte les points. Et il le faut, hein, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais d'un autre côté, voilà, il aurait pu en rapporter plus. Bon, tu me diras, après, l'écart qu'ils ont, il y a de la marge. Du coup, deuxième position, Lewis Hamilton, qui, comme je l'ai dit, a réussi à dépasser Sergio Pérez et qui a réussi à maintenir un écart avec lui. Donc, ouais, c'est pas une course dégueu qu'a fait Lewis Hamilton. Hein. Il a bien exploité sa voiture. Je suis sûr que chez Mercedes, ils sont tous surpris d'être 2 et 3. Mais voilà, Lewis Hamilton a fait un bon week-end, même un très bon week-end, je dirais même, parce que arrivé deuxième, je pense que si on lui avait dit qu'il serait deuxième à l'issue de la course, il l'aurait pas cru. Troisième à la limite, il aurait pu potentiellement le croire, même s'il y avait la Red Bull. Mais ouais, franchement, c'est que du bonus et c'est super pour lui. Maintenant, à quand la victoire? Ça, c'est une autre question, auquel je n'ai pas la réponse. Et première position, comme je l'ai dit avec sur le débrief de Charles Leclerc, voilà, Verstappen, il pouvait pas lutter contre les Ferrari qui étaient à 2 pour faire une pole position à Charles Leclerc. À un moment donné, voilà, s'il a pas les mêmes armes, il peut pas non plus faire des miracles tout le temps. Et il a essayé de dépasser Charles Leclerc, il ne l'a jamais pu le dépasser, jusqu'à ce qu'il y ait l'accident. Puis après, il a fait son tour, il avait juste à maintenir son écart. Voilà, il y avait pas de challenge. Le seul moment un petit peu dangereux, c'était la reprise de la course avec la safety car, mais autrement, ouais, non, c'était bien. Voilà, c'était pas exceptionnel, évidemment, puisque il avait plus d'adversaires. Alors, c'est un bon week-end. Après, ça n'enlève en rien sa première position, mais bon, faut bien l'avouer que voilà, il était tranquille. Il avait juste qu'à assurer. D'ailleurs, quand tu regardes le classement, oui, comme je l'ai dit, 63 points. Voilà, l'écart est conséquent. Et je vais même annoncer, on est à 10 tours, on est à 10 courses de la fin. Pour moi, Verstappen aura son premier titre de champion du monde. Je sais, j'ai dit premier titre, j'ai mes raisons, et
Et de toute façon, je vous dirai que c'est quelqu'un d'autre qui a le titre. Non, c'est pas Hamilton qui a le titre. Ensuite, deuxième, il bouge pas, Charles Leclerc, pas de gros changements, si ce n'est que, évidemment, Sergio Pérez recolle de très près à Charles Leclerc. Et quand on regarde le reste du classement, pas de gros changements, si ce n'est que Lewis Hamilton rattrape petit à petit George Russell et les batailles pour les places d'honneur entre guillemets, ça se resserre un petit peu, notamment entre les McLaren et les Alpines. Ça va être serré et d'ailleurs, quand on regarde le classement des constructeurs, voilà, il y a la bataille qui est là. Du coup, Alpine repasse devant McLaren. Donc voilà, je m'étais bien gouré, et tant mieux. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite de cette bataille. Quelque chose me dit que faudra se méfier quand même de McLaren jusqu'au bout. Ils vont peut-être avoir des coups de mou, mais je miserai aussi sur quelques coups de mou de la part d'Alpine. Même si je préfère... d'un côté, il y a Alpine, c'est Cocorico. Et de l'autre côté, t'as McLaren avec deux de mes pilotes préférés. Alors... là, je sais pas quoi penser, moi. C'est un trop gros dilemme. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas s'ennuyer avec eux. Et quand on regarde le classement dans les 3 premières positions, mine de rien, Mercedes, ils marquent moins de points, mais tranquillement, à leur rythme, ils sont réguliers. Et s'il y a des défaillances, ils en profitent. Alors de là à dire qu'ils soient deuxième à l'issue de la saison, ou du moins proche de la deuxième position, oui et non. Disons que ça dépendra de Ferrari. Et je pense que ça dépendra énormément de Ferrari. Parce que, en règle générale, les erreurs, c'est pas les pilotes qui les font. Bon, si, un petit peu au début. Et si, pour ce Grand Prix. Mais je trouve que la majorité des erreurs, ce n'est pas les pilotes qui les font. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, Ferrari, il faudrait déjà qu'ils croient qu'ils puissent gagner le championnat constructeur. Mais comme je l'ai dit, je suis sûr que là, ils sont presque en mode, ils y croient plus. En même temps, tu me diras, ce sera mérité pour Red Bull qui attend un titre depuis 2013. Voilà, du coup, on va se laisser avec la note du Grand Prix. Pour moi, comme je l'ai dit, on s'est pas ennuyé, c'était bien, il y a eu du suspense, il y a eu des dépassements, donc un joli 14/20. Voilà, c'est un bon Grand Prix, le Grand Prix de France. Ce serait dommage qu'il soit supprimé. Ouais. En même temps, quelle connerie de proposer 3 Grands Prix aux États-Unis. Enfin bref, c'est sur ça qu'on va se laisser. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouve d'ici une semaine pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Sur ce, je vous dis ciao.